Hallo und herzlich willkommen zur Agrarpolitik, der Podcast. Wir fahren heute weiter mit der Staffel 13 und in dieser Staffel gehen wir der Frage nach, ob die marktorientierte liberale Agrarpolitik am Ende ist. Mein Name ist Hans-Jürg Jäger, ich produziere mit Andreas Wies und Stefanie Bürgi diesen Podcast und führe Sie durch die heutige Folge. Bevor wir jetzt eintauchen in das aktuelle Thema, ein ganz kurzer Rückblick. Bis hierhin haben wir nämlich mit Hans Aschwanden über die Potenziale des liberalen Käsemarkts gesprochen, mit Matthias Binswanger über Marktmacht und Gegenmittel, mit Patrick Dümmler über Irrungen, Wirrungen und gute Aspekte von 4000 Seiten Agrarbürokratie. Was wir noch nicht gemacht haben, ist die Preisbildung etwas genauer zu beleuchten. Also wir haben noch nicht diskutiert, ob denn die Preise für Lebensmittel die wahren Kosten wiedergeben und so auch einen ehrlichen Bezugspunkt für die Konsumentinnen und Konsumenten darstellen. Und das wollen wir heute genauer anschauen. Avec nous, c'est maintenant Dominique Bariol de l'Université Lausanne. Bonjour Dominique. Bonjour Hans-Jürg. Dominique est enseignante à la Université Lausanne et à la ETH. Und Sie hören schon, sehr verehrte Damen und Herren, diese Folge werden wir auf Französisch aufzeichnen, auf Französisch auch ausstrahlen. C'est pour les amis romans. Je me vraiment réjouis de faire cet épisode et c'est super pour avoir vous là. Maintenant, Dominique, bonjour. Bonjour, bonjour. Tout au long de ta carrière, tu t'es engagé pour l'innovation ascendante, alors avec les agriculteurs, avec la recherche, avec succès. Avec succès, oui. Oui. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'important dans la dynamique du changement agricole en Suisse, que on a beaucoup d'aspects à adapter rapidement. Il y a les signaux du marché qui donnent évidemment une indication par le prix, mais il y a aussi des changements dans les besoins des consommateurs, dans les attentes des consommateurs, même dans l'attente sociale, parfois avec les votations qui changent le cours de la politique. Mais maintenant, il y a aussi tous les changements climatiques qui imposent un rythme de changement. Et du coup, l'innovation, elle joue un rôle vraiment, à mon avis, très important parce que finalement, la politique ne résout pas tout. Et la politique peut encourager certaines tendances, montrer un petit peu la direction que la politique, le consensus des citoyens peut donner, mais c'est pas tout seul le mécanisme politique qui va donner la vraie mesure, la nécessité que chacun puisse innover. Elle est très grande dans le milieu agricole. Est-ce que c'est aujourd'hui plus facile d'innover qu'il y a, en disons, 20 ans? Je pense que l'ouverture déjà aussi des autres milieux par rapport aux paysans, disons, les autres milieux sont plus ouverts par rapport à un changement dans considérer l'agriculteur que pour son rôle agricole. Il le considère dans d'autres rôles. Et ça, déjà, c'est bien parce que le paysan peut faire reconnaître d'autres activités. Par exemple, rendre service pour entretenir le paysage, améliorer la biodiversité, mais aussi dans les innovations à la ferme sur l'exploitation agricole. C'est mieux reconnu qu'avant de pouvoir avoir d'autres activités para-agricoles à la ferme. Il y a 20 ans, c'était très difficile. Maintenant, c'est plus reconnu. Alors, ça veut dire aussi, oui, et ça veut dire aussi l'agriculture, comme on le connaît, ça change beaucoup. Oui. Mais c'était aussi avec le cadre politique, n'est-ce pas? Oui, avec le changement de le cadre politique. Le cadre politique a ouvert plus de possibilités, a reconnu plus de rôles, plus de missions pour l'agriculteur, c'est sûr. Oui, il a accompagné ce changement, on va dire. Il a facilité ce changement. Oui. Oui. Est-ce que c'est déjà assez facilité? Ou est-ce qu'on a besoin de plus? Maintenant, c'est vrai que moi, je vois, par exemple, pour le changement climatique, c'est peut-être les améliorations structurelles
qui devraient vraiment qui vont, disons, accompagner plus ce changement qu'il faut faire que les paiements directs, par exemple. Parce qu'on a besoin parfois de gros investissements pour l'irrigation, pour la qualité des sols, voilà, pour s'adapter au changement climatique, c'est beaucoup plus que ce qu'on a fait avec les paiements directs dans l'infrastructure qu'il faut aussi agir. Alors, mais ça veut dire aussi, tu penses dans des innovations Oui, des disruptives innovations. pour changer vraiment le système et pas seulement améliorer. Oui, je pense que maintenant, il y a certains points de bascule. Et comme tu dis, c'est disruptif parce qu'on n'a pas encore une idée, c'est pas au fur et à mesure, doucement, c'est plutôt repenser, restructurer. Et c'est ce qu'on a déjà fait dans le passé, quand on a fait, justement, avec les améliorations structurelles, on avait fait les grandes parcelles, le regroupement des petites parcelles pour faire des grandes parcelles. Et ça, c'était vraiment un gros changement. Et là, maintenant, peut-être, c'est pas au niveau des parcelles, mais pour tout ce qui est gestion de l'eau, par exemple, c'est clair qu'il y a des grands changements qu'il faut faire dans certaines régions. Et ça, c'est une perspective assez technique ou au niveau des investissements. On a aussi vu dans notre monde, tu as dit avant, les consensus sociaux ou politiques peuvent changer un petit peu. Et là, on trouve une nouvelle on peut dire, instrument, c'est le True Cost of Food. Alors, on commence à discuter les coûts des aliments. C'est toi aussi, tu es part d'un projet à l'Université Lausanne et tu t'intéresses aussi dans ce domaine, mais c'est pourquoi? Alors, quelle est la motivation pour toi? Alors, moi, voilà, mon intuition et ma motivation pour faire ce projet c'est la comptabilité analytique des vrais coûts de l'alimentation. C'est d'abord de comprendre les coûts de production, parce que le vrai coût, c'est le coût de production, plus le coût avec les impacts cachés, ce qu'on appelle les coûts cachés, qui sont pas forcément toujours représentés dans le prix, mais qui vont coûter quelque chose. Soit c'est des coûts qu'on compense déjà avec des mesures de politique. Par exemple, si on doit assainir l'eau parce que l'eau est polluée, c'est un coût réel qu'on peut vraiment mesurer. Mais il y a des coûts cachés qui sont par exemple le coût sur la santé, que si on produit dans le système alimentaire, pas forcément l'agriculteur, mais dans le système alimentaire, si on produit trop de ce qu'on appelle junk food, il y a un coût qui se répercute sur les primes d'assurance maladie parce qu'il y a plus de maladies qui se transmettent pas, mais qui sont vraiment des maladies importantes. Quel est ton intérêt privé dans ce sujet? Parce que c'est assez compliqué. Je pense que le marché devrait faire une incitation beaucoup plus claire. Le marché, pour l'instant, il prend pas en compte ses coûts. Et du coup, et par conséquence, les erreurs se répètent continuellement. Par exemple, il n'y a rien à l'heure actuelle qui peut, par le coût, empêcher ou réduire le risque pour la santé. Aucun. Il n'y a pas d'incitation. On a fait tout un système pour la cigarette qui a bien marché, de réduire la consommation de cigarettes à partir du moment où on a dit la cigarette, c'est mauvais pour la santé. On a dit, OK, c'est mauvais pour la santé, on va mettre une politique de prévention, on va interdire la cigarette dans certains endroits et on va mettre des taxes sur la cigarette. On n'a pas une seule solution de régler le problème par le marché, mais on peut combiner différentes solutions et faire que le prix, en tout cas, donne une indication. Oui. Et je pense que c'est important de pouvoir, en tout cas, proposer un outil qui va dans cette direction, que le marché peut rétablir certains mécanismes. Et c'est le True Cost Accounting of Food, le True Cost of Food, qui est une approche, un instrument. Voilà. C'est une approche qui est bien établie au niveau international. L'Agence des Nations Unies l'a entièrement calculée au niveau mondial, même pour la Suisse, l'année passée.
Et en 2023, on avait le rapport de la FAO qui a présenté ses résultats. Et cette année, l'Office de l'agriculture va présenter les chiffres parce qu'à partir des chiffres de la FAO, Adrien Muller et son équipe à Fibel a calculé vraiment avec des indicateurs plus fins le coût pour la Suisse. C'est un coût qui est global pour toute la société. C'est pas un coût qui est par produit ou par entreprise, mais c'est un coût qui reflète la profondeur du problème. Alors, ce sont des coûts pour toute la production des aliments en Suisse. Alors, c'est pas que la production des aliments, c'est la production, la transformation et aussi la consommation. Donc, on voit les coûts principaux. Voilà, les coûts principaux se font à deux endroits. Les plus gros coûts se font à deux endroits, c'est la production agricole et la consommation. Mais la consommation, c'est plus que 2 fois plus important. Donc, le choix des aliments, le choix de la diète, certains aliments qui sont mauvais à la santé, ça provoque des coûts qui sont 2 fois plus importants que les coûts de l'agriculture, la production. D'accord. Et si on prend le valeur de production en agriculture suisse, c'est environ 12 milliards de francs. Et ça veut dire après pour les coûts pour la consommation de ces aliments, ça donne beaucoup plus d'argent, on peut dire, ou beaucoup plus des coûts. Mais c'est dans quelle valeur? Là, j'ai une valeur qui donne à peu près, au total, tout le système alimentaire en Suisse, il a été évalué par la FAO à 25 milliards. 25 milliards. Mais mais la santé elle-même, c'était déjà 21 milliards, ou un peu plus, 21,7 milliards. Oui. Ça, c'est le coût qu'a établi la FAO. Oui. Et maintenant, il y aura des nouveaux chiffres, évidemment, comme il y aura plus d'indicateurs, et le coût sera plus grand que ces 26,7 milliards du rapport des Nations Unies. Oui. Mais la proportion, on va dire, de la santé est toujours très grande. Et je vois pas de raison que ça change complètement la proportion, disons. D'accord. Donc, vous voyez que c'est pas forcément que l'agriculture qui est en cause dans cette réflexion des vrais coûts et comment refléter les vrais coûts. Mais bref, réfléchir sur les vrais coûts, ça veut dire aussi réfléchir sur les effets externes, positifs, mais aussi négatifs. On a plusieurs approches. On a cette réflexion qui nous dit comment on peut caractériser les effets positifs, négatifs, et comment on va les quantifier, est-ce qu'on a des indicateurs, et comment ensuite chaque indicateur, on peut le passer dans une valeur de monnaie, de francs. Et c'est plusieurs étapes. Et souvent... Pour mieux comprendre, ça prend déjà... Alors, toi, tu es actif dans ce sujet depuis combien d'années déjà? En tout cas, plus que 2 ans maintenant, parce qu'on a commencé à réfléchir au projet en 2022 et on a obtenu le financement en 2023. C'est un projet du Fonds national de la recherche. Et on a commencé vraiment le travail en 2023 déjà, avec quand même un petit financement déjà qui nous a permis de faire un calcul sur le pain. Et ensuite, on a démarré avec tout le consortium. C'est un projet qui dure 4 ans et on a plusieurs partenaires. Et là, on a démarré cette année, début janvier. Oui. Et peux-tu me expliquer un petit peu l'évolution de ce système True Cost of Food? J'imagine on a fait les premiers méthodologiques, c'était différent, c'était pas si exact qu'aujourd'hui. Quelles étaient les étapes les plus importantes pour le développement des instruments? Peux-tu m'expliquer brièvement? Bon, ça fait quand même déjà une quinzaine d'années qu'il y a des sujets sur les indicateurs des externalités négatives, même au niveau des Nations Unies, qui sont des rapports très importants qui sont sortis. Et après,
comme les indicateurs étaient déjà connus, parce que les indicateurs des impacts négatifs, on a juste sélectionné parmi tous les indicateurs, qui sont une liste énorme, quelques indicateurs pour lesquels on avait des valeurs historiques intéressantes et une bonne précision, une bonne valeur statistique. Et après, tout le travail, c'est de faire une monétisation, donc de convertir ces indicateurs en francs ou en dollars, ou selon les approches. Mais voilà, ça, c'est quelque chose. Maintenant, on a besoin, et le travail de Fibel, qui prend les chiffres vraiment des Nations Unies pour adapter à la Suisse, montre très bien que chaque pays a ses propres indicateurs encore plus précis. Et qu'on peut aussi, au niveau de la valeur monétaire, mieux adapter la valeur monétaire aux conditions de vie dans le pays et aux valeurs du pays. Donc, je pense que, voilà, c'est les derniers développements. Je veux dire, ça, c'est vraiment une adaptation dont la Suisse fait l'expérimentation et que ça va être aussi intéressant pour d'autres pays. Mais ça veut dire aussi le lait, par exemple. Si on prend le True Cost pour le lait, c'est différent en Suisse et en France, par exemple. C'est ou sûr. c'est aussi différent si on compare les différentes zones en Suisse aussi? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que déjà, on avait cette volonté de faire le bilan pour un pays. Et comme ça, un pays peut dire, je dépense 3,4 milliards de francs pour mon agriculture. Oui. La valeur finale de la production, c'est 12 milliards environ. C'est 12 milliards. La consommation alimentaire, c'est 60 milliards. Oui. Et après, on a ces coûts cachés, à la fois dans la santé et dans l'agriculture, pour à peu près peut-être 20 à 30 milliards. Déjà, on a un ordre de grandeur des choses. Oui. La marge de manœuvre, on voit, elle n'est pas si grande parce que le prix de la politique n'est pas si grand par rapport à tous ces autres coûts. Voilà. Et ça permet de peut-être prendre conscience de ces différentes échelles et de voir comment on peut engager la discussion. Après, nous, ce qu'on a décidé de faire dans le projet en Suisse, c'est d'essayer de fournir aux entreprises un outil aussi qui permette pour chaque producteur, chaque entreprise, parce que chacun ne fait pas la même chose. Quand on calcule global, bah, ça prend les bons, les mauvais, ça prend tout le monde. Nous, on aimerait faire un outil que chacun peut mesurer. Est-ce qu'il contribue positivement? Est-ce qu'il contribue négativement? Est-ce que produire de cette manière, ça va avoir un impact positif, négatif? À quelle proportion? Et si je change ma manière de faire, quelle est la conséquence? Et ça, ces outils-là, ils existent. Il y a les Pays-Bas qui ont fait pas mal de travail. Et il y a un bureau en Allemagne avec qui on travaille beaucoup maintenant, qui travaille là-dessus. Et qui, par exemple, le bureau en Allemagne, il va faire Ils ont dit, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais cette année, ils doivent sortir une base de données. Ils ont choisi 120 produits. Et pour 120 produits, ils pourront donner... C'est pas adapté à l'entreprise qui produit, mais en moyenne, un chiffre. Et on pourra comparer par exemple, le pain avec un autre genre de pain. Voilà. Mais ça veut dire aussi que c'est un instrument qui peut être utilisé par chaque entreprise dans un domaine agroalimentaire et dans leur propre sens, on peut dire alors, avec leurs propres données, oui. Les propres données aussi. Et c'est ce qu'on aimerait faire, mais on n'a pas encore fait. C'est compliqué. Oui, c'est un développement du nouveau outil. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour l'adaptation et pour l'utilisation, je pense. Ouais. Mais supposons que les coûts réels soient reflétés dans des prix. Comment ça change le système? Alors, si on veut refléter le coût réel dans les prix, il faut se demander quels sont les impacts négatifs et positifs. Et il faut peut-être choisir un référentiel. Ensuite, la manière de rétablir que le marché reflète complètement,
c'est évidemment de faire une redistribution pour pas que les consommateurs doivent payer plus en moyenne. Donc, il faudrait prendre une taxe sur les produits qui sont avec des coûts très élevés pour la santé ou l'environnement et redistribuer cette taxe comme une aide directe pour les producteurs qui font un produit très bon à la santé, très bon à l'environnement. Mais à vrai dire, on n'envisage pas ce changement, vraiment, parce que ça serait beaucoup trop d'administratif, Ah oui. un résultat qui n'est pas forcément au rendez-vous. Oui, mais aussi, Donc, c'est aussi difficile parce que chaque entreprise a des différents exactement, oui. prix. Après, je peux m'imaginer, c'est assez difficile. Voilà. Donc, nous, on pense plutôt à d'autres, enfin, on est en train d'explorer déjà de savoir si connaître le prix, avoir l'information, peut déjà être une information pour le producteur, pour les acteurs dans la filière, pour les industries alimentaires qui fabriquent des aliments, par exemple la junk food. Est-ce que cette information ne serait pas déjà de nature à changer l'orientation de leur production? Et le consommateur lui-même, s'il a le choix entre deux produits, un qui a le vrai coût beaucoup plus élevé, il va peut-être quand même choisir l'autre produit qui a le vrai coût beaucoup plus bas. Oui. Voilà, ça c'est plus déjà un petit peu ce qu'on essaye de voir. Alors on a trois endroits, on peut dire. C'est politiquement, si on a trouvé des solutions pour redistribuer les coûts et faire d'un système de Ausgleich. De La péréquation. deuxième, oui, la deuxième, c'est le changement des perspectives des acteurs dans la chaîne de valeur. Ça veut dire Voilà. les agriculteurs, par exemple, pour commencer à faire les négociations un peu différentes. Oui. Et la troisième, c'est pour le consommateur, être capable de faire une décision un peu plus informée. C'est ça. Ce sont les trois. Et nous, on pense que, par exemple, avoir auprès du consommateur une réflexion peut aider pour lui d'avoir au-delà d'un label, d'avoir un prix, ça peut simplifier sa décision. Parce que les labels sont déjà aussi très compliqués, il y en a beaucoup. Et on a maintenant Nutri-Score, EcoScore, plus les labels. Donc, après, il faut bien sûr discuter avec tous les labels, de voir s'ils sont d'accord de jouer le jeu et de mettre le vrai prix et comment c'est calculé. Mais bien sûr. quel est l'impact vous espérez si le concept de True Cost of Food est adopté par tous les acteurs dans la chaîne de valeur? Alors, bon, moi, j'ai un petit peu cette vision que normalement, les gens qui ont peu d'argent pour se nourrir, ils devraient accéder à un prix raisonnable à des produits qui sont à la fois bons à leur santé et bons pour l'environnement. Et ça serait ça le but idéal. Ce serait de dire tout le monde peut avoir accès à un prix raisonnable à des denrées alimentaires qui sont à la fois bonnes à la santé, bonnes à l'environnement. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement? Là, j'ai un peu des doutes parce que pour l'instant, par exemple, cette alimentation que je vois très souvent, par exemple, que les mamans donnent aux enfants des barres chocolatées, des aliments tout faits qui sont des petites bombes de sucre. Oui. On peut pas dire que c'est trop cher parce que tout le monde le fait. Oui. Et on peut pas dire que c'est bon à la santé. Oui. Après, je sais pas pour l'environnement, peut-être c'est complètement bon pour l'environnement, mais en tout cas, il y a des fausses incitations sur le marché, c'est sûr. Donc voilà, ça serait de dire peut-être une barre de fruits ou avec des constituants, disons, bons à la santé, qui soit moins cher que cette barre chocolatée, ça serait pour moi déjà un résultat très bon pour tout le monde. Mais c'est quand même difficile parce que l'industrie toujours dit oui, c'est le consommateur qui doit avoir le choix entre les différents produits et ça, tu connais parfaitement cette discussion-là aussi. Oui. Avez-vous des idées pour intégrer des aspects de True Cost of Food dans la PA 2030? Pour l'instant, non, on n'a absolument pas de pistes concrètes à discuter pour la politique agricole. Je crois qu'on est plus
En tout cas, dans nos réflexions, on est plus proche de, comme j'ai dit, cette politique de la santé, parce que ça nous a beaucoup impressionné que finalement, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à changer dans l'agriculture, mais finalement, est-ce que c'est pas plus urgent de faire déjà publique, un vrai progrès pour la santé, surtout que les primes d'assurance maladie, ça augmente tout le temps, alors que la politique agricole, on a stabilisé quand même. Donc, on voit qu'il y a quand même un mécanisme de stabilisation des coûts de la santé qui est urgent et important. Après, pour la politique agricole, nous, on vient aussi de faire, en parallèle à l'université à Lausanne, le calcul des coûts de production, essayer de faire la transparence des marges au sein de chaque acteur agriculteur, transformateur, grossiste, détaillant. Et on voit que déjà dans les coûts de production qui font entièrement partie des vrais coûts, on a déjà beaucoup de peine à couvrir les coûts de production des agriculteurs à l'heure actuelle. Et ça, c'était vérifié dans notre étude. Même si c'était une étude qu'on a eu beaucoup de peine à faire, on a demandé 1000 personnes et seulement un peu moins de 40 ont répondu. Mais ça, c'est quelque chose avec True Cost of Food, c'est aussi plus simple pour les agriculteurs pour couvrir les coûts de production. Oui, c'est sûr. Et là, on voit que sans les paiements directs, il n'y a personne qui gagne de l'argent dans l'agriculture. Donc, on voit qu'il y a déjà une anomalie du marché qui est très grande parce que normalement, le prix du marché devrait couvrir les coûts de production. Et les paiements directs, ils devraient récompenser l'agriculteur pour d'autres services qu'il rend. Sur la biodiversité, sur le sol, la qualité du sol, voilà, tous les buts agroécologiques de cette politique agricole, ils ne sont jamais récompensés. Donc, on passe des heures à produire, on gagne déjà pas son argent, et il faudra encore en plus faire des efforts supplémentaires pour l'écologie, et c'est insupportable. On peut pas les payer vraiment maintenant. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut vraiment peut-être rediscuter à la base. À quoi servent ces aides directes et qu'elles sont... Et ça, dans notre vrai coût, voilà, qu'est-ce que dans notre vrai coût, le coût de production, il est très important. Et ensuite, on voit que les modes de production, ils ont des impacts différents dans le système, c'est clair, mais voilà. Mais c'est déjà presque la dernière question. Si on prend cet aspect, cet instrument, sera-t-il plus facile d'innover avec True Cost Accounting? Est-ce que c'est plus facile pour l'industrie, pour les agriculteurs, pour améliorer leur système? Moi, je pense que oui, c'est plus facile de se poser les bonnes questions et d'innover pour répondre à ces questions. L'innovation, c'est une adaptation, c'est un changement. Et là, il y a une menace, il y a une réalité qui se concrétise et il faut changer pour survivre, pour continuer d'un bon pied. Et si on a les vrais chiffres, l'innovation va être plus stimulée, je pense. Oui. Alors, un aspect un peu plus dynamique, plus orienté sur les besoins des marchés et des consommateurs. Les vrais besoins et pas seulement les besoins, on peut dire, d'industrie. C'est ça. Maintenant, ce qui est un grand obstacle à mettre en place le vrai coût de l'alimentation en Suisse, c'est aussi le fait qu'on ne produit que 50% de notre alimentation et que si on fait un changement radical important en marquant plus ou en mettant des taxes sur des produits alimentaires, comme il y a tous les produits qui sont quand même importés, on voit que la marge de manœuvre, elle n'est pas énorme. Mais on doit quand même faire le calcul et on doit quand même donner les outils de décision à tout le monde, que ce soit l'agriculteur, l'industrie. Je pense que l'industrie aussi, dans notre projet, elle a un rôle très important. Et avec l'industrie, c'est les interprofessions aussi et les fêtières comme Swissport, Suisse Patate, etc., qui ont vraiment aussi des choses à apprendre. Et... Oui, on peut faire la conclusion dans cette discussion et dire voilà, il y a beaucoup à faire. Et ça, c'est vrai avec ou sans
les aspects true cost of food. C'est aussi dans le domaine des négociations des prix et de la collaboration. Ça reste une challenge pour tout le monde pour améliorer les systèmes. Oui, mais moi j'espère que la politique agricole, elle reste à son niveau de politique agricole et que le marché, il peut aussi jouer son rôle qui est très important et que on doit vraiment respecter aussi ces équilibres sur le marché. Merci beaucoup Dominique, ça c'est une bonne mot pour la fin de notre brève discussion. Das war Agrarpolitik, der Podcast mit Dominique Bariol. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antioch. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés und wir hoffen, Sie haben auch diese Folge geschätzt. Und wir freuen uns, wenn Sie uns und diesen Podcast Ihren Kolleginnen und Kollegen empfehlen, unseren Podcast und Newsletter abonnieren und uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook folgen. Unsere Arbeit können Sie mit einem Abo oder einer Spende unterstützen. Und das war's von mir. Mein Name ist Hans-Jörg Jäger. Ich freue mich, wenn Andreas Wies die nächste Folge wieder moderiert und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.